conflit entre Yoruba et Hausa, deux des plus grandes ethnies au Nigeria, a fait au moins 46 morts et une centaine de blessés. C'était les 7 et 8 mars dernier dans la ville d'Ile-Ife, au sud-est du pays. En Centrafrique, l'heure est à la pacification de la crise dans l'est du pays. La médiation est conjointement menée par l'Union africaine et la communauté catholique Saint-Egidio basée à Rome. En République démocratique du Congo, les Nations unies s'inquiètent de l'existence présumée d'au moins 17 fosses communes au Kasaï central et oriental. Des affrontements entre Yoruba et Hausa, deux des plus grandes ethnies au Nigeria, ont fait au moins 46 morts depuis mars dans la ville de Ife-Ile au sud du pays. Des violences communautaires qui s'ajoutent aux récentes heurts meurtriers entre éleveurs peuls et cultivateurs dans l'état de Benue au centre. Au lendemain d'un incident dans un marché, des bandes de Yoruba ont attaqué, pour certains, à l'arme blanche, des habitations et des commerces dans le quartier Hausa de Sabo. Le bilan des victimes n'a pas été révélé pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que la police fasse défiler 20 suspects dans les rues de la capitale fédérale Abuja cette semaine. La pratique est courante au Nigeria, mais a une nouvelle fois attisé les tensions. Les Yoruba dénoncent une stigmatisation dans les arrestations car aucun Hausa n'a été interpellé. Des habitants d'Ile-Ife, ville historiquement considérée comme la capitale Yoruba, affirment que le bilan des affrontements est bien supérieur et qu'il pourrait s'élever à 150 morts. Le Nigeria, géant de 180 millions d'habitants, est un pays extrêmement hétérogène, divisé en 3 ethnies principales, mais compte au total près de 250 groupes ethniques. Les tensions ethniques sont souvent doublées de suspicions et de violences interreligieuses dans un pays symétriquement divisé entre un sud chrétien et un nord musulman. Alors que les affrontements se poursuivent dans l'est de la Centrafrique entre groupes armés rivaux, 2 médiations tentent de les amener à la table des discussions. L'une est conduite par la communauté catholique Saint-Egidio à Rome. L'autre, baptisée Initiative africaine de paix, est menée par l'Union africaine et semble marquer actuellement le pays. L'Initiative africaine de paix rassemble elle-même des médiations parallèles au départ. L'une lancée en septembre par Idriss Déby avec l'organisation de la conférence islamique et l'autre par l'Angola qui a reçu en fin d'année plusieurs groupes armés successivement à Luanda. Pour l'instant, on en est loin, les combats sont toujours en cours et aucune feuille de route n'a encore été dévoilée par l'Union africaine. Les Nations unies s'inquiètent de l'existence présumée d'au moins 17 fosses communes au Kasaï central et oriental. La Commission des droits de l'homme de l'ONU parle de suspicion de graves violations des droits de l'homme en se basant sur 10 fosses communes déjà cartographiées entre Chimbolo et Nkoto. L'ONU dénonce par ailleurs les entraves faites au travail de ces enquêteurs par rapport à leur accès à des sites et à l'exercice de leur mandat. Des cas d'interdiction aux éléments de l'ONU d'accéder à des sites sous la menace des officiers de sécurité congolais ont été enregistrés. La Commission des droits de l'homme de l'ONU, elle, a une nouvelle fois appelé à la mise en place d'une commission internationale d'enquête pour le Kasaï au vu du grand nombre de fosses communes répertoriées. La justice militaire congolaise a de son côté demandé l'assistance du Bureau conjoint des Nations unies aux droits de l'homme. Après les révélations sur les massacres perpétrés par l'armée congolaise, l'association La Voix des Sans-Voix pour les droits de l'homme demande à la justice d'élargir ses enquêtes en cours à des crimes similaires qu'elle a documentés dans le Kasaï oriental. Les Nations unies ont approuvé un prêt d'urgence de 22 millions de dollars en vue d'éviter une nouvelle famine en Somalie, pays de nouveau frappé par une grave sécheresse. L'annonce a été faite mardi par l'Organisation de l'ONU pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO. Ce prêt devrait permettre à la FAO de sauver immédiatement des vies et des moyens de subsistance de cultivateurs et d'éleveurs jusqu'à la réception de fonds de donateurs.
Le Fonds central d'intervention d'urgence de l'ONU a décidé de faire distribuer cette somme sous forme de prêt par la FAO dans ce pays en proie aux violences des islamistes Chebab, 5 ans après une famine qui avait fait 260 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé estime que plus de 6,2 millions de Somaliens, soit la moitié de la population, ont besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Parmi eux, près de 3 millions de personnes souffrent de la faim. Rappelons que les Nations Unies réclament à la communauté internationale 4,4 milliards de dollars d'ici le mois de juillet pour faire face à la faim et à la famine qui menacent plus de 20 millions de personnes en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria et au Yémen. La récente intrusion musclée du gouverneur de Dar es Salaam dans les studios d'une télévision privée continue de susciter en Tanzanie une avalanche de condamnations. Paul Makonda, considéré comme un proche du président tanzanien, est entré dans la nuit du 17 mars dans les locaux de Clouds FM Media Group en compagnie de 6 policiers armés pour exiger la diffusion d'une vidéo. Dans cet enregistrement, une femme affirme avoir eu un enfant adultérien avec un célèbre pasteur, Joseph Gwajima, aujourd'hui à couteau tiré avec Paul Makonda. Récemment, le gouverneur avait présenté à la presse une liste manuscrite de 65 personnes qu'il soupçonne d'être impliquées dans un trafic de drogue et dans laquelle figurait le pasteur ainsi que le chef de l'opposition. Les 2 hommes avaient en son temps dénoncé une grossière machination. La rédaction de Clouds FM a certes refusé de diffuser l'enregistrement, mais l'incident a créé un climat de panique au sein du groupe et certains employés n'ont toujours pas repris le travail. Après avoir visité Clouds FM lundi et entendu les récriminations du personnel et de la direction, le ministre en charge de l'information a mis en place une commission d'enquête. Face à l'incident, la secrétaire exécutive du Centre juridique et des droits de l'homme a exigé des sanctions administratives et pénales contre le gouverneur, tandis que le nouveau bâtonnier de l'ordre des avocats du pays a réclamé son limogeage pur et simple. Mais coup de tonnerre, le président John Magufuli, faisant fi du tollé général et sans attendre les résultats de la commission d'enquête, a apporté publiquement son soutien à Makonda. L'organisation Human Rights Watch a évoqué mercredi de graves violations des droits de l'homme et des crimes de guerre commis à Benghazi par les forces sous le commandement du maréchal Khalifa Haftar, l'homme fort des autorités de l'Est de la Libye, dans un communiqué. Les forces sous le commandement de Khalifa Haftar se sont livrées à des tueries et auraient profané les tombes de leurs rivaux à Benghazi, 2e ville libyenne, selon ce communiqué. Les faits remontent au 18 mars 2017, lorsque les forces de l'ANL ont mené une offensive contre les derniers bastions des groupes djihadistes à Benghazi, dont certains ont pris la fuite pendant la nuit. Selon Human Rights Watch, des vidéos et photos reçues de proches des victimes, de journalistes et de militants des droits de l'homme montrent des cadavres de djihadistes que les combattants des forces de l'ANL auraient profanés et mutilés pendant ou après l'évacuation des résidents du secteur de Ganfouda le 18 mars. Bête noire des islamistes, Khalifa Haftar a réussi à reconquérir une grande partie de la ville de Benghazi, berceau de la révolution libyenne tombée aux mains des djihadistes en 2014. Depuis un certain temps, on tient des réunions, on se regroupe, on discute ensemble. Oui, l'espoir est permis. Vraiment, nous aussi, on fait partie des Nigériens. Nous, ici, à la diaspora, on a vu la guerre. Donc, on peut appeler aussi nos parents qui sont là-bas. Vraiment, il ne faut pas qu'ils vont mettre la haine dans leur cœur. Ils n'ont qu'à rester vigilants. Ce que Dieu veut, c'est ça qu'il va faire. La jeunesse est victime de ce qui se passe au Niger. Donc, ils n'ont qu'à mettre dans la tête que le Niger de demain, c'est pour eux. Donc, de ne pas rester derrière, de ne pas rester à croiser les bras. Trois candidats soigneusement sélectionnés par Pékin. Dimanche, un collège de près de 1200 grands électeurs va désigner le futur leader de Hong Kong. Et pour l'activiste Joshua Wong, cette élection n'en est tout simplement pas une. And Hong Kong is a
Il s'agit plus d'une sélection que d'une élection à Hong Kong. Il y a un processus d'écrémage pour écarter tous les candidats pro-démocratie. Il faut qu'on récupère nos droits dans cette élection. C'est le premier vote du genre depuis les manifestations de l'automne 2014 qui réclamaient des élections libres. L'échec du mouvement a poussé une partie des Hongkongais à appeler à la rupture avec la Chine, une idée rejetée par les 3 candidats. Une campagne pour l'indépendance n'a pas sa place à Hong Kong, parce que nous suivons le principe d'un pays, 2 systèmes, et Hong Kong fait partie intégrante du pays. Je pense que seulement une petite partie des Hongkongais ont cette idée, et je ne suis pas sûre pourquoi. Une fois que j'assume mon poste, je renforcerai la relation entre Hong Kong et la Chine. Ces prises de position valent à Carrie Lam le statut de favorite de Pékin. Face à l'ancien numéro 2 du gouvernement, celui qui était alors ministre des Finances, John Tsang, se veut plus consensuel et a d'ailleurs reçu des soutiens venus du camp pro-démocratie. L'objectif principal des candidats, c'est d'unir la société. Parmi les 3 candidats, je pense être le seul à pouvoir unir la société hongkongaise. Mais peu importe l'issue du vote, le système prévoit que le vainqueur soit approuvé par Pékin. On a beaucoup parlé de Hong Kong sur la scène internationale, et pour Pékin, c'était pour les mauvaises raisons. Ils veulent que Hong Kong soit bien gouverné, et ils veulent quelqu'un avec qui ils peuvent travailler. Le camp pro-démocratie qualifie l'élection de farce. Il a d'ores et déjà prévu de manifester avant, pendant et après le vote.